Tu viens? Déjà demandé si les pratiques pédagogiques que vous mettez en place sont efficaces? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une pratique dite efficace? Bienvenue dans cet épisode dédié à l'éducation fondée sur l'épreuve, proposé par Inès Bourassi. et Raphaël Soto. Dans l'épisode 12 du podcast, nous avons abordé les neuromythes, ces croyances populaires mais erronées sur le fonctionnement du cerveau. Ces idées séduisantes peuvent malheureusement influencer négativement nos pratiques pédagogiques, nous faire adopter parfois des méthodes inefficaces, voire contre-productives. Une étude états-unienne réalisée en 2017 par Kelly MacDonald et son équipe a mis en lumière cette problématique. Cette recherche, menée sur un échantillon de près de 4000 personnes, visait à évaluer la prévalence des neuromythes dans différents groupes, dont des personnels enseignants et du grand public. Les résultats sont saisissants. En moyenne, le grand public est d'accord avec 68% des affirmations scientifiquement incorrectes. Et pour le personnel enseignant interrogé, cette moyenne est de 56%, ce qui est déjà moins, mais reste tout de même assez élevé. Ainsi, 76% des enseignants interrogés pensent que les élèves apprennent mieux avec leur style d'apprentissage préféré, ce qui est faux. 65% croient qu'il existe des profils cerveau gauche, cerveau droit, ce qui est faux. Et 80% adhèrent à l'idée que des exercices de coordination motrice, comme le programme Brain Gym, peuvent améliorer la lecture, ce qui est faux. Et les neuromythes ne constituent pas le seul obstacle à des pratiques efficaces. Nos intuitions et croyances personnelles peuvent également nous induire en erreur. Nous sommes toutes et tous vulnérables aux biais cognitifs, comme le biais de confirmation, qui nous pousse à privilégier les informations confortant nos croyances préexistantes. Face à ce constat, des équipes de recherche et des personnels de terrain développent l'idée d'une éducation fondée sur l'épreuve. Cette approche propose d'identifier et de favoriser des pratiques pédagogiques pour lesquelles la recherche a montré une plus grande efficacité sur les apprentissages. Mais comment définir précisément une pratique pédagogique efficace? Benjamin Bloom, pédagogue et psychologue états-unien, a défini en 1979 les critères d'une pratique pédagogique efficace. Dans sa définition, une méthode est considérée comme efficace si elle permet une élévation générale des résultats des élèves, réduit l'écart entre les élèves ayant les meilleurs résultats et les élèves ayant les moins bons résultats, et enfin diminue l'influence de l'origine sociale sur la réussite scolaire. Certaines pratiques pédagogiques validées scientifiquement répondent tout à fait à ces critères. Nous pouvons en citer quelques exemples. La récupération en mémoire, qui consiste à se rappeler, sans consulter ses notes, des informations précédemment apprises et stockées en mémoire à long terme. Cet effort de restitution active les mécanismes de consolidation des connaissances et renforce leur ancrage durable. L'élaboration d'explications, où l'on demande aux élèves d'expliquer comment et pourquoi un concept fonctionne, renforçant ainsi leur niveau de compréhension. Le feedback efficace, précis et ciblé sur la tâche, qui aide à comprendre les erreurs et à progresser. L'espacement des apprentissages, qui consiste à répartir les séances d'études sur plusieurs périodes plutôt que de tout regrouper en une seule fois. Mais concrètement, comment mesurer l'efficacité d'une pratique pédagogique? Le protocole d'essai randomisé contrôlé est l'une des méthodes les plus rigoureuses pour évaluer l'efficacité d'une pratique pédagogique. Il repose sur une série d'étapes permettant de comparer de façon objective deux approches d'enseignement. Prenons un exemple. On cherche à savoir si le fait de se poser des questions sur ce qu'on a retenu d'une leçon est plus efficace pour la mémorisation à long terme que le fait de lire sa leçon. La première étape consiste à formuler une question de recherche claire, puis à définir les interventions à comparer. On commence par répartir un nombre important d'élèves en deux groupes, de façon aléatoire. Le mot aléatoire en anglais se dit random, d'où le verbe randomiser. Cette randomisation permet de s'assurer que les groupes sont comparables au départ et que les différences observées ne sont pas dues à des biais initiaux. Dans le groupe expérimental, les élèves étudient une leçon en se posant des questions sur le contenu de la leçon avant même de le lire. Dans le groupe contrôle, les élèves étudient la même leçon mais en lisant et relisant sans se poser de questions. L'objectif visé ici est la mémorisation à long terme du contenu, mesurée à l'aide d'un test de connaissances standardisé. Un pré-test est utilisé pour mesurer les connaissances de départ ou pour vérifier que les groupes ont bien un niveau similaire. Ensuite, chaque élève suit l'intervention qui lui est assignée. À la fin de l'expérience, tous les élèves passent un post-test, identique pour chacun des groupes. Ce test cherche à mesurer le plus objectivement possible les acquis. Les résultats du post-test sont ensuite comparés à l'aide de méthodes statistiques.
Si les élèves du groupe expérimental montrent des progrès significativement plus importants que ceux du groupe contrôle, on peut conclure à une plus grande efficacité de la méthode testée dans le cadre de l'étude, en l'occurrence, ici, le fait de se questionner de manière active. Il faut évidemment vérifier dans le groupe expérimental que l'augmentation des résultats est liée à une meilleure performance de tous les élèves et pas seulement des plus performants. En suivant un tel protocole, les équipes de recherche peuvent tirer des conclusions solides en contrôlant au maximum l'influence de facteurs extérieurs. Bien entendu, l'essai randomisé contrôlé n'est pas la seule méthode d'évaluation. Il existe des approches plus simples à mettre en œuvre, mais dont les résultats sont un peu moins robustes et un peu plus sensibles aux biais. Pour conclure, adopter une posture critique face à nos intuitions et aux idées reçues est essentiel. En s'appuyant sur l'éducation fondée sur les preuves, nous pouvons sélectionner, tester et adopter des pratiques pédagogiques réellement efficaces au bénéfice de l'ensemble des élèves. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.